On parle souvent de Hudson Taylor comme d'un missionnaire, mais ce mot est beaucoup trop petit pour lui. Parce que Taylor n'a pas seulement traversé la Chine, il a affronté une idée redoutable. Comment apporter un message profond sans imposer une forme étrangère à ce qu'on cherche à atteindre? Et cette question en réalité dérange encore aujourd'hui. Si vous dirigez des hommes, bâtissez des institutions et portez une vision dans un monde saturé de bruit, l'histoire de Hudson Taylor n'est pas une parabole religieuse de plus. C'est une étude de caractère. C'est l'histoire d'un homme qui a compris très tôt qu'on ne gagne pas l'autorité par le confort, ni la profondeur par l'apparence. Et c'est justement pour cela qu'il mérite d'être relu avec un sérieux absolu. James Hudson Taylor, né le 21 mai 1832 en Angleterre. Il grandit dans un foyer chrétien, mais son adolescence n'est pas une ligne droite. Comme beaucoup de jeunes brillants, il traverse une saison de doute, une période où la foi ne lui paraît plus évidente du tout. Puis, en juin 1849, alors qu'il a 17 ans, il tombe sur un tract évangélique dans la bibliothèque de son père. Et là, quelque chose bouscule. Le message est simple, mais il le frappe de plein fouet. Tout a déjà été accompli par Christ. Il ne s'agit plus de gagner l'amour de Dieu. Il s'agit de répondre à une œuvre déjà achevée. À partir de ce moment-là, sa trajectoire change. Il commence à penser à la Chine comme à un appel, pas comme à une idée lointaine. En 1852, à 20 ans, il commence ses études de médecine au Royal London Hospital à Whitechapel à Londres comme préparation concrète à ce projet. Il ne reste pas dans la théorie. Il se prépare, il apprend, il économise, il avance avec une idée très claire. Aller servir là où l'évangile est peu entendu. Puis vient le départ. Le 19 septembre 1853, il quitte l'Angleterre à bord du Humphrey depuis Liverpool avant même d'avoir fini ses études médicales. Il a 21 ans et il part dans un petit navire pour un voyage d'environ 5 mois jusqu'à Shanghai. Ce n'est pas une sortie de scène héroïque, c'est un arrachement. Il laisse l'Angleterre derrière lui, ses repères, sa jeunesse et une part de sécurité. Quand Taylor arrive à Shanghai en mars 1854, il ne découvre pas seulement un autre pays, il entre dans un autre monde. Shanghai est alors un lieu de tension, d'enjeux coloniaux, de barrières culturelles et de méfiance profonde. Et Taylor comprend vite que si le christianisme devait arriver habillé en uniforme européen, il sera perçu comme étranger avant même d'être entendu. Alors il prend une décision qui scandalise beaucoup de ses compatriotes. Il adopte l'apparence chinoise, se conforme aux coutumes locaux, porte la tresse manchoue et se rapproche du peuple au lieu de garder ses distances. Pour ses contemporains occidentaux, c'est presque une provocation. La presse se moque de lui et certains le traitent de fou ou de traître. Mais Taylor ne cherche pas à défendre son image. Il cherche à enlever les obstacles inutiles entre le message et l'homme. Et c'est là que sa grandeur devient visible. Il ne veut pas seulement parler de Christ, il veut que Christ soit entendu sans que la culture du message étouffe le fond du message. Cette idée, aujourd'hui encore, est d'une modernité frappante parce qu'elle oblige chacun à se poser la vraie question. Est-ce que je suis en train de servir la vérité ou simplement mon propre confort? À cette époque, beaucoup de missionnaires occidentaux restent sur la côte. Pas forcément par manque de foi, mais parce que les ports offrent plus de sécurité, plus de protection et plus de repères. L'intérieur de la Chine, lui, est perçu comme risqué, lointain et incertain. Taylor, lui, choisit l'inverse. Il veut aller là où presque personne ne va. Il comprend qu'une mission qui reste toujours protégée ne finit que par toucher une partie du champ. Alors il prend un chemin plus dur, plus exposé, plus profond.
Il ne se contente pas de parler depuis les marches. Il veut entrer dans la réalité du pays. Et cette différence n'est pas seulement géographique. Elle est spirituelle, stratégique et humaine. Car Taylor ne bâtit pas une œuvre dépendante de Londres. Il comprend très vite qu'une mission qui dépend entièrement des fonds lointains des structures importées reste très fragile. Alors il imagine une autre logique. Une logique où l'œuvre s'implante sur place, forme des aides locaux et avance avec une sobriété réelle. C'est cela la profondeur de sa vision. Il ne veut pas seulement que des Occidentaux aillent en Chine. Il veut que le message s'enracine en Chine. Et pour cela, il faut plus que du courage. Il faut du discernement. Il faut du dépouillement. Il faut accepter de perdre du prestige pour gagner en fécondité. En 1858, Taylor épouse Maria. Elle n'est pas seulement son épouse, elle devient une alliée précieuse dans une vie de service qui ne connaît pas de pause. Leur vie n'a rien d'un récit confortable. Ils connaissent des pertes, des tensions et la fragilité permanente de la mission. Plusieurs de leurs enfants meurent jeunes et cette douleur s'ajoute déjà au poids immense du terrain. Puis en 1870, Maria meurt elle aussi en Chine. À ce stade, Taylor pourrait s'arrêter. Il pourrait dire qu'il a assez donné. Il pourrait rentrer, se retirer, se protéger. Mais il ne le fait pas. Parce que chez lui, la foi n'est pas un décor. C'est un engagement. Et plus les pertes s'accumulent, plus sa conviction se purifie. Il ne sert pas parce que c'est facile. Il sert parce qu'il est convaincu que sa mission vaut le sacrifice. En 1865, Taylor franchit une nouvelle étape décisive. Il publie la China's Spiritual Needs and Claims et fonde la China Inland Mission. Et là, il ne s'agit plus seulement d'un homme en mission. Il s'agit d'une architecture entière. Sa logique est révolutionnaire pour l'époque. Pas de salaire garanti, pas de dépendance aux grands appels financiers classiques, pas d'organisation pensée pour assurer l'extérieur avant de servir l'intérieur. Au contraire, Taylor veut une organisation qui avance par la foi avec sobriété et discipline venant d'une implantation locale. Et surtout, il ose aller là où beaucoup refusent d'aller. Là où beaucoup restent sur la côte, lui pousse vers l'intérieur. Là où d'autres cherchent la sécurité, lui cherche la portée. Là où d'autres craignent de briser les habitudes occidentales, lui choisit l'identification culturelle. Il soutient aussi l'envoi des femmes célibataires à l'intérieur de la Chine, ce qui était très contesté. Mais pour lui, l'urgence de la mission passe avant la convenance. Et les résultats ne tardent pas à montrer que son intuition n'était pas folle. Au fil des années, la CIM envoie des centaines de missionnaires en Chine, établit de nombreuses stations, forme des aides locaux et touche des milliers de vies. Les bilans historiques rapportent plus de 800 missionnaires envoyés, des centaines de stations et des dizaines de milliers de convertis, selon les périodes de comptage. Autrement dit, ce que Taylor a bâti n'est pas resté une idée, c'est devenu une réalité vivante, massive et durable. Taylor a montré qu'on ne gagne pas seulement par la présence, on gagne par l'incarnation. On ne gagne pas seulement par la parole, on gagne par la manière de vivre cette parole. Il a vécu une vie utile. Il a connu les pertes, les tensions, la maladie, le poids d'une vision immense et les exigences d'un travail qui ne pardonne pas la superficialité. Mais il a aussi laissé quelque chose que peu d'hommes laissent. Une œuvre qui a survécu parce qu'elle venait d'une conviction profonde. Il a montré qu'une mission peut être fidèle sans être coloniale, qu'une mission peut être radicale sans être
arrogante et qu'un homme peut accepter de perdre du confort, du prestige et de repères afin de construire quelque chose de plus grand que lui. Pour t'aider à bâtir ton propre héritage, j'ai mis à disposition un guide que j'appelle la méthode Taylor. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Alors, la vraie question n'est pas seulement de savoir qu'a fait Hudson Taylor. La vraie question, c'est de savoir si moi aussi je suis prêt à payer le prix total pour ce que je prétends croire. Parce qu'au fond, la forme peut nuire au fond. Mais quand la forme est soumise à la vérité, alors elle devient un canal. Et Hudson Taylor, lui, a passé sa vie à faire de sa vie un canal.